thérapeutique qui soit très adaptée au premier recours. C'est-à-dire la formation que vous avez là, c'est pour vous donner des billes pour exercer vraiment dans votre profession avec vos compétences et pas pour devenir tabacologue. Donc, vous verrez qu'on a édulcoré tout ce qui ne paraissait pas indispensable à cette pratique-là et dans une posture qui est celle des soins primaires. Donc, vous n'y retrouverez pas forcément certains éléments qui sont nécessaires aux soins secondaires. Alors, le premier temps, mais ça vous savez, c'est qu'aujourd'hui, donc, les substituts nicotiniques sont remboursés, de même que la varénicline. La varénicline a même été remboursée avant les substituts nicotiniques. Et on a les nouveaux prescripteurs, donc les infirmières, les masseurs kinésithérapeutes, les chirurgiens dentistes, les sages-femmes pour l'entourage, etc., médecins du travail, infirmiers du travail, etc. Donc, il y a plein de nouveaux prescripteurs pour lesquels on pousse un petit peu à la mise en route de l'abord de la question du tabac avec leurs patients. Et en pratique, pour la prescription des substituts nicotiniques, souvent on conseille de prescrire en générique parce que si vous prescrivez une marque, les choses fluctuent beaucoup. Certaines sont déremboursées, d'autres deviennent remboursées, etc. Donc en prescrivant en générique, ça laisse l'opportunité aux pharmaciens de délivrer ce qui est remboursé aux patients et ce qu'il a en stock. Moins on aura d'obstacles, mieux ce sera pour le patient. Donc ça, c'est un point sur lequel je n'insiste pas, qui est largement connu. Vous pouvez aller sur le site amélie.fr pour avoir la liste complète des traitements de substitution nicotinique remboursés. Ensuite, en addictologie, le symptôme principal sur lequel nos médicaments sont efficaces, on n'a pas de médicaments qui vont arrêter le patient de fumer. Ça n'existe pas. Nos médicaments, ils vont permettre de traiter le manque et surtout de traiter le craving. Cette pulsion irrépressible de consommer un produit, de réaliser un comportement gratifiant, alors qu'on ne le veut pas à ce moment-là. Donc, arrêter de fumer, ce n'est pas une question de volonté. Il faudra bien sûr mobiliser sa volonté, mais ce n'est pas suffisant, puisqu'on a le craving qui, lui, est vraiment très physique. Pas seulement que physique non plus, mais il y a une proportion importante qui est très biologique dans le craving et qui ne dépend pas de la volonté. Donc, nos médicaments, ils vont être efficaces là-dessus. Et plus l'envie, on comprend bien que plus l'envie de fumer est forte, c'est-à-dire fréquente, intense et durable, plus elle sera difficile à contrôler par le fumeur qui arrête de fumer, et plus le risque qu'il se remette à fumer est important. C'est une évidence, c'est du bon sens, mais c'est important d'insister là-dessus. C'est-à-dire que si vous essayez de motiver un fumeur et l'accompagner par la motivation à arrêter de fumer alors qu'il a beaucoup envie de fumer, forcément, c'est beaucoup plus difficile que si on utilise les outils motivationnels sur un fumeur qui prend un traitement qui lui diminue l'envie de fumer. C'est un point fondamental. Alors, les points clés, arrêter n'est pas une question de volonté. Moi, je dirais plutôt n'est pas seulement une question de volonté et les patients mettent en avant uniquement ça. Si je veux, je peux. Non, ce n'est pas si simple que ça. L'addiction est une maladie chronique, comme n'importe quelle maladie chronique. Mais ça, les fumeurs, ils n'en ont pas conscience non plus. Ils ont l'impression que c'est un comportement qu'ils ont décidé. Malheureusement, au stade de l'addiction, ils ne décident plus. C'est l'addiction qui les domine et pas eux qui dominent l'usage. Il faut se positionner dans une stratégie d'apprentissage, c'est-à-dire arrêter un comportement. Ça suppose qu'il va falloir gérer des situations que l'on gérait avec ce comportement par d'autres comportements. Donc, c'est apprendre de nouveaux comportements. Comment on va faire au moment des pauses? Comment on va faire à la fin du repas? Comment on va faire quand on est stressé, contrarié, etc. Donc, il y a des modalités d'apprentissage. Ça va prendre du temps. Et sur ce temps-là, bien sûr, on va aider le fumeur en l'accompagnant. Et les cibles du traitement médicamenteux, mais des traitements en général, que ce soit l'hypnose, l'acupuncture, c'est aussi le cas, par exemple, ou d'autres traitements, c'est la cible principale, c'est le craving. Ça suppose qu'il faut avoir une dose efficace, suffisante, pour que le sujet ait beaucoup moins envie de fumer. Et l'autre cible, c'est la prévention de la reprise du tabac. Ça suppose que le traitement soit d'une durée suffisante, parce que cette envie de reprendre le tabac, elle peut durer des mois, voire des années.
Et on n'est pas obligé d'avoir le même traitement tout au long de ce parcours. Au début, vous pouvez avoir des médicaments parce que c'est plus efficace, mais dans le temps, les médicaments souvent vont perdre leur efficacité. Ce sont plutôt les accompagnements, je dirais, plus psychologiques ou comportementaux qui vont permettre de maintenir, d'éviter la reprise du tabac. Donc, de manière générale, donc, ce sont les points clés que vous avez là. Alors, les addictions vont nous permettre de repenser nos objectifs. L'objectif à court terme, c'est atteindre l'objectif défini avec le patient. Et le patient, lui, il n'est pas forcément dans l'arrêt du tabac, il peut être dans la réduction des risques. Donc, il va peut-être passer à la cigarette électronique, ou bien il peut être dans un stade intermédiaire. Son objectif, ça peut être diminuer sa consommation sans forcément arrêter de fumer. Et on reviendra sur ce qu'on appelle la réduction contrôlée. Donc, on est dans un objectif partagé. Ce n'est pas notre rôle d'imposer au patient des choses. Il faut qu'il participe, c'est lui qui choisit. L'objectif à moyen terme, c'est prévenir la reprise de l'usage. C'est notre objectif à moyen terme. Il a arrêté, il a réduit. Il faut surtout éviter qu'il revienne à son comportement antérieur. On va essayer de prévenir ça. Et l'objectif à long terme, c'est diminuer le nombre et la durée des reprises de l'usage. C'est-à-dire que dans la vie d'un fumeur, il va y avoir des périodes où il va fumer, des périodes où il ne va pas fumer. Le but, c'est qu'il y ait de moins en moins de périodes de tabagisme et que les périodes d'abstinence soient les plus longues possibles. C'est-à-dire, dans la vie du fumeur, il faut que le nombre d'années où il fume soit le plus faible possible. Puisque notre objectif en tant que soignant, c'est de faire en sorte qu'il ait le moins possible les troubles liés à l'usage du tabac. Si le tabac n'avait aucun inconvénient, on s'en foutrait, il pourrait fumer. Et même s'il est addict à la limite. Bon. Par contre, le tabac a des inconvénients majeurs, 80 000 morts par an, pour faire simple. Un fumeur va mourir 20 ans plus jeune qu'un non-fumeur. La moitié des fumeurs meurent avant 69 ans. Donc ça, on ne vous l'a pas mis dans ce diaporama parce que vous le savez, le tabagisme, c'est le fléau de la santé en Occident, dans les pays industrialisés. Il n'y a pas pire. Donc, on est motivé pour qu'ils arrêtent. Mais en même temps, on est conscient que dans la vraie vie, les fumeurs, ils arrêtent, ils reprennent, ils arrêtent, ils reprennent. Voilà. On sort de cet idéal purement théorique de ils arrêtent et ils ne reprendront jamais de leur vie. Ça, forcément, on sera la plupart du temps en échec si on espère ça. Donc, on a des objectifs réalistes et atteignables. L'intention d'agir, elle est extrêmement fluctuante. On dit que le système motivationnel est très plastique. Il est très instable, le système motivationnel. Il peut bouger d'une minute à l'autre. Donc, on peut le faire avancer, mais il peut aussi très vite diminuer. Par exemple, la peur de la maladie, c'est une motivation intrinsèque forte. Mais elle est fugace, et heureusement. Sinon, le sujet, il devient un hypocondriaque. On va lui monter la peur. Oh, si vous continuez à fumer, vous allez faire un infarctus, un cancer, etc. Il a peur, mais dans les jours suivants, heureusement, il trouve les moyens de moins avoir peur et il n'arrête pas forcément de fumer. Donc, le deuxième élément important, c'est le coût du tabac. À chaque fois qu'on augmente le prix du tabac, des fumeurs arrêtent. Mais souvent, le fumeur, il va s'adapter. Il va fumer des cigarettes à rouler, il va acheter des cigarettes en Espagne, il va en fumer un petit peu moins, mais en tirant plus dessus, ou bien il va consacrer plus d'argent au tabac. Donc, voilà, il s'adapte. Et l'intention de protéger son bébé chez la femme enceinte, c'est également une motivation très forte, probablement une des plus efficaces, mais malgré tout, beaucoup de femmes n'arrivent pas à arrêter pendant la grossesse et elles vont trouver des justifications diverses à cet écart par rapport aux normes sociales. Et très souvent, après l'accouchement, du coup, elles vont se remettre à fumer pour plus de 80% d'entre elles dans l'année qui suit l'accouchement. Donc, et puis les justifications, vous les connaissez, c'est je préfère fumer que d'être stressé, c'est mieux pour le bébé. Enfin, elles vont trouver des tas de justifications qui ne sont pas vraies, mais qui les déculpabilisent, et c'est très bien aussi. Donc, tout ça, ça nous montre quoi? Que sur ce système motivationnel qui est extrêmement instable et qui est très singulier à chaque personne, on va avoir des fenêtres de tir en fonction de ces variations. Il y a des moments où le patient va avoir ce qu'il appelle un déclic.
Ce jour-là, à cette heure-là, il a envie d'arrêter de fumer. Et il se dit, il faut absolument que je m'y mette. Et ce jour-là, à cette heure-là, il va téléphoner à l'hôpital en disant, je voudrais une consultation. Ah ben, on a une place dans 3 mois. Ben, ça ne va pas le faire. Parce que c'est maintenant qu'il a envie d'arrêter de fumer. Sauf s'il a une maladie chronique qui va maintenir la motivation permanente, ça ne va pas le faire. Donc, il va falloir s'installer dans ces fenêtres de tir, surtout pour les patients qui sont dans les premières tentatives de sevrage. Ensuite, les patients plus âgés qui ont déjà des inconvénients, ils iront peut-être voir en effet les centres hospitaliers, les XAPA, etc. Donc, l'arrêt du tabac peut s'organiser sur les fenêtres à condition que les aides elles soient en proximité, que ce soit les proximités humaines avec des gens que je connais, donc c'est facile de les contacter. Proximité temporelle, parce que je peux avoir un rendez-vous dans les jours qui viennent, et proximité territoriale, je n'ai pas besoin de faire 60 bornes pour aller voir le spécialiste. Je peux l'avoir à côté de chez moi ou à côté de mon lieu de travail. Donc ça, ce qui définit cette population et cette promiscuité, proximité plutôt, et promiscuité aussi, c'est le professionnel de santé de premier recours. Il n'y a pas photo. Et plus les professionnels de proximité sont impliqués, plus nombreuses sont les tentatives, meilleur est le suivi, meilleurs sont les résultats. Et il n'y a pas photo, ça on en est sûr. C'est-à-dire même maintenant, on commence à avoir des résultats qui montrent que si on implique le premier recours, on va bouger les indicateurs, indicateurs qui ne bougent pas si on ne mobilise que le second recours. Il n'y a pas photo, il n'y a pas assez de second recours, pas assez de tabacologues, d'addictologues en France pour bouger les indicateurs de santé publique. Il n'y a que le premier recours qui peut les bouger, ou les gens eux-mêmes. Voyez ? Donc, le conseil à l'arrêt, c'est un attrape-nigo un peu. Après un conseil à l'arrêt, vous avez 2 à 5% des gens qui arrêtent dans l'année. Ils sont un petit peu plus nombreux que spontanément, mais pas beaucoup plus. Donc, si après supposez qu'un médecin ou un professionnel fasse un conseil à l'arrêt sur 100 de ses patients, à la fin de l'année, il n'en a que 2 ou 3 qui ont arrêté de fumer. Il se dit, ça ne sert à rien tout ce que j'ai fait. Ça a servi, oui, statistiquement. Mais l'impression que l'on en a, c'est que ça ne marche pas. Et ça, c'est un problème. Donc, il faut aller plus loin que le simple conseil à l'arrêt. Fumez-vous? Oui, avez-vous déjà envisagé d'arrêter de fumer? Bon, le patient vous répond certains éléments et puis on peut embrayer. Mais finalement, c'est surtout pour prendre date, quoi, le conseil à l'arrêt. Vous imaginez bien que le patient, il ne s'est pas préparé à ce qu'on lui parle de tabac la plupart du temps. Il vient pour autre chose. Donc, vous allez lui faire un conseil minimal, alors qu'il est venu pour son rhume, sa bronchite, son arrêt de travail, son certificat de non-contre-indication au sport. Vous lui parlez du tabac et vous lui dites « ça serait bien d'arrêter de fumer ». Eh bien, le gars, il n'est pas venu pour ça, il faut qu'il se prépare à l'idée. C'est trop compliqué d'arrêter de suite. Vous mettez une petite graine. Donc, c'est pour prendre date et pas pour prendre acte. Donc, on ne s'attend pas à ce qu'il arrête. Par contre, ce qui est important, c'est qu'à travers ce conseil minimal, il est vu que ça vous intéresse et que le fait qu'il fume, c'est quelque chose de très important pour sa santé et que vous êtes très attentif à ça. Au même titre que vous lui prenez sa tension, que vous surveillez son poids, que vous l'interrogez sur sa sédentarité, sur l'activité physique, sur son alimentation, enfin sur tous les comportements qui influencent la santé. Le comportement qui influence le plus la santé, c'est le tabac. Il n'y a pas photo. C'est même ça a beaucoup plus de conséquences négatives que l'hypertension. Et en plus, l'hypertension et le tabac s'additionnent sur les AVC, par exemple. Donc voilà, donc le tabac, ça devrait être interrogé assez systématiquement pour que les patients voient que c'est un sujet important et que ce n'est pas anecdotique. Mais c'est tout, finalement. Donc le conseil à l'arrêt, il faudra aller le pousser jusqu'à la réduction contrôlée et on verra ça un peu plus loin. Donc, il faut en plus, j'aime pas le terme il faut, mais bon, c'est tellement inscrit dans nos gènes, mais dans l'idée, ce qui est important, c'est créer une ambiance dans laquelle le patient se sente en sécurité. Lorsqu'il vient vous voir, il faut qu'il soit presque content de venir vous voir. Alors, avec les professionnels de premier recours, c'est le cas. On a l'habitude de voir son médecin, sa sage-femme, son infirmière, etc. On est à l'aise avec lui, on peut plaisanter, c'est cool, on se sent en sécurité et on sait qu'on est avec un professionnel qui nous comprend, qui comprend nos difficultés, notre ambivalence et on est là pour l'aider. Donc, il faut surtout qu'il ne se sente pas jugé,
on est dans l'empathie, on respecte le fait qu'ils fument, qu'ils boivent, qu'ils se droguent, qu'ils bouffent n'importe quoi, qu'ils soient sédentaires, etc. On respecte ça, c'est sa vie. Mais on peut quand même essayer de faire avancer les choses. Donc, on le met en sécurité et on est dans ce qu'on appelle une écoute réflexive avec des questions ouvertes, des reformulations. On n'est pas dans le jugement. C'est lui qui avance. Et nous, on lui laisse l'opportunité d'avancer avec nous. Et savoir motiver, la motivation, c'est ce qui pousse à agir. Qu'est-ce qui va faire que ce patient-là, qui est un petit peu en stand-by depuis des années, qui ne bouge pas, qui ronronne sur ses comportements, qu'est-ce qui va faire qu'un jour, il va avoir envie de changer quelque chose pour aller mieux? C'est nous qui allons l'aider à avancer. Mais il faut qu'il ait un temps de réflexion. Donc, il va nous parler de son ambivalence. Il aime fumer, mais c'est aussi important d'arrêter parce qu'il voit bien, ça décanille autour de lui. Les copains qui fument, ils ne vont pas bien, du moins certains. En plus, souvent, le fumeur, il porte des valeurs qui sont en contradiction avec le fait de fumer. On a de plus en plus de gens qui portent des valeurs écologiques, par exemple, ce qui est complètement opposé au fait de fumer. La femme enceinte, elle veut protéger son bébé. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, finalement, il voit bien que ça ampute son budget. Quelqu'un qui aime le sport, il voit bien que ça, etc. Donc, on va faire parler le patient de ses valeurs qui sont divergentes de celles du tabagisme. Et plus il va parler de sport, d'écologie, de santé, de choses comme ça, plus ça va lui montrer que le tabac est en contradiction avec ces valeurs-là qui sont les siennes. Et malgré tout, une fois qu'il a évoqué ces valeurs divergentes du fait de fumer, il va aussi évoquer ses craintes, ses difficultés, raconter un petit peu sa trajectoire avec le tabac, quand est-ce qu'il a arrêté, quand est-ce qu'il a rechuté, etc. Et donc, on va essayer de monter la confiance qu'il peut avoir dans les chances d'y arriver. Parce que le vrai problème, ce n'est pas tellement l'importance de l'arrêt du tabac, c'est plutôt la confiance dans les chances d'y arriver. Et du coup, là, un des outils qui a été démontré comme le plus efficace pour monter la confiance des patients, quand on ne maîtrise pas totalement l'entretien motivationnel, c'est un outil qui vous met automatiquement dans une posture motivationnelle. Vous allez lui poser cette question, qui est une échelle numérique verbale. Entre 0 et 10, où mettriez-vous votre confiance dans les chances d'y arriver, à arrêter de fumer? Et le fumeur, souvent, il vous met 4-5. À ce moment-là, vous lui dites, pourquoi 4 et pas 0? Et automatiquement, aussi simplement que ça, le patient va vous évoquer les raisons pourquoi il a déjà un petit peu confiance dans les chances d'y arriver. C'est-à-dire, il a déjà arrêté une fois, il a essayé un petit peu les patchs, ça n'avait pas trop mal marché, puis il avait abandonné pour X raisons, ou bien il a son copain qui a arrêté avec l'hypnose ou le magnétisme. Voilà, vous pouvez avoir des traitements qui peuvent surprendre, mais qui marchent quand la personne est convaincue. Et donc, il va monter sa confiance en vous racontant ça. Hein. Et pour enfoncer le clou, vous lui dites, eh bien, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce que vous pourriez faire, qu'est-ce qu'il pourrait se passer pour que votre confiance monte du 4 vers le 10. Et à ce moment-là, vous pouvez voir tomber le fruit, c'est-à-dire le patient, il peut très bien vous dire, ben, écoutez, justement, ça tombe bien qu'on en parle aujourd'hui parce que peut-être que vous pourriez m'aider. J'ai entendu parler d'un traitement qui vient de sortir, qui est efficace. Mon copain, il a utilisé les patchs. Il m'a dit qu'avec 2 patchs, ça avait transformé sa vie. Voilà, vous pouvez voir sortir des trucs comme ça. J'ai l'air de vous faire un truc béni oui, vous voyez, tout se passe bien. Mais souvent, ça se passe bien. C'est-à-dire, on garde en mémoire les cas où c'est compliqué, mais heureusement, la plupart du temps, ce n'est pas compliqué. Et avec cette échelle numérique verbale, eh bien, vous voyez les choses se décoincer et le patient renforcer son sentiment d'efficacité personnelle. Voilà, et il se dit, ben, finalement, pourquoi pas moi, quoi, finalement, hein, c'est vrai. Et le fait d'en parler, c'est l'occasion. Voilà. Vous savez, vous vous baladez en ville, vous n'aviez pas tellement l'occasion, enfin l'intention de vous acheter un vêtement, et puis il vous affiche moins 50% sur un truc qui vous plaît, et bien vous l'achetez, alors que vous n'étiez pas venu pour ça. Hein. Donc voilà, on crée les conditions favorables, c'est au patient de s'en saisir, ce n'est pas vous qui pouvez lui imposer les choses.
Alors là, maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet. Je pense pour beaucoup d'entre vous, c'est comment prescrire en pratique de façon la plus efficace possible et la plus simple possible. Alors d'abord, il faut comprendre la différence parce que les patients ne le comprennent pas toujours. Même parfois, certains professionnels n'ont pas cette notion. C'est quelle est la différence entre le patch et la cigarette? Alors quand vous fumez une cigarette, vous avez un pic de nicotine qui apparaît dans le sang. Et ce pic de nicotine est très élevé. Selon, quelles que soient les drogues, vous avez plusieurs façons d'introduire la drogue dans votre corps. La façon la plus rapide, c'est l'intraveineuse. Donc là, c'est direct dans le sang. Donc, pic très élevé, très haut. Donc, ça accroche très vite. La deuxième voie la plus rapide, c'est l'inhalation. C'est le contact avec vos bronches. Donc, la cigarette, c'est une des voies les plus rapides. C'est idem pour le cannabis, c'est idem pour le crack, c'est idem pour tout ce qui va se fumer. Hein. Après la voie d'inhalation, vous avez les voies par muqueuse, c'est-à-dire perlinguales. Donc, vous imaginez que les comprimés à sucer, les comprimés à sucer, les chewing-gums à la nicotine, ça va aussi passer très vite dans le sang. Donc, vous allez reproduire ce pic, un peu moins qu'avec l'inhalation, mais quand même, vous avez ce pic. Et les inhaleurs, comme le spray, c'est aussi perlingual, mais l'inhaleur, c'est aussi une vapeur quelque part. Enfin, c'est la muqueuse respiratoire. Donc, vous reproduisez les pics avec toutes les formes orales ou inhalées et la cigarette ou la cigarette électronique. Vous avez ce pic. Donc, ces formes-là, elles ne traitent pas l'addiction à la nicotine. Elles vont traiter la cigarette éventuellement, mais pas l'addiction à la nicotine. Ce qui va traiter l'addiction à la nicotine, c'est le patch, qui est une forme, donc vous laissez pénétrer la nicotine par la voie cutanée, qui est plus lente. Je passe sous silence les voies vaginales et rectales, qui sont équivalentes aux voies sublinguales. Mais bon, on ne fume pas par l'anus jusqu'à présent, donc ça ne va pas le faire. Donc, vous avez on n'a pas de suppositoire de nicotine non plus. Donc, le patch, lui, il va faire une courbe comme ça, qui est une courbe en plateau, qui, elle, accroche quasiment pas. C'est-à-dire qu'avec le patch, pour les médecins, on peut reproduire ça avec la morphine. Vous voyez, la morphine, elle est en injectable, on accroche très vite. Elle est par voie digestive, ça accroche relativement vite, mais moins vite. Et les patchs, ça accroche beaucoup moins. Donc, on a les mêmes situations. Donc, le patch, on traite l'addiction à la nicotine avec le patch, alors qu'avec les formes orales, on ne la traite pas vraiment. D'où le traitement en substitution nicotinique de la dépendance à la nicotine, c'est le patch, même pour des petits fumeurs. Ça, il faut bien se l'ancrer dans la tête. Il n'y a pas de dépendance avec les patchs. On n'a pas d'effet gratifiant, c'est-à-dire vous n'avez pas de satisfaction, alors que le mâcheur de chewing-gum à la nicotine, il peut avoir une gratification. Ça peut lui faire un effet positif. Voilà. Donc, ensuite, il va falloir donner une dose suffisante. Si vous êtes à une dose insuffisante, comme c'est marqué là, le sujet, avec la cigarette, obtenant des doses beaucoup plus élevées, vous allez peut-être éviter le manque. Le sujet ne sera pas en manque, mais en tout cas, il aura toujours envie de fumer si vous êtes à une dose insuffisante. Donc, la dose, elle doit dépasser la dose nécessaire pour éviter le manque. Elle doit être dosée jusqu'à ce que le patient n'ait quasiment plus envie de fumer. Tant que vous avez encore des envies de fumer, il faut monter la dose. Et la seule chose qui va vous limiter la montée de la dose, ce sont les effets indésirables. Tant qu'il n'y a pas d'effet indésirable et que le sujet a encore envie de fumer, on peut monter. Donc ça aussi, c'est un point majeur qui n'est pas toujours… Voilà. Plus vous allez monter, moins le patient aura envie de fumer. Ça, c'est clair, c'est systématique. Donc, un patch, il a encore envie de fumer, mettez le deuxième patch, vous allez de suite observer la différence. Le sujet va vous dire, mais c'est le jour et la nuit. Il n'y a pas photo. Hein. Donc ça, vous aurez des résultats liés à cette montée de la dose. Donc, ça réduit l'effet renforçant. En plus, sur des patchs bien dosés, si le sujet fume sur le patch, ça ne lui fera pas d'effet favorable. Au contraire, il aura plutôt des effets secondaires de la nicotine. Donc, il aura d'autant moins envie de fumer sur le patch. Et ça va réduire, bien sûr, le craving. Le reste, je vous l'ai dit, voilà. Alors, bien sûr, généralement, on associe des formes orales au patch pour gérer les moments de craving qui restent, c'est-à-dire les moments où le sujet a envie de fumer.
Donc là, il va pouvoir prendre une gomme avec un petit effet gratifiant qui va lui passer l'envie de fumer. Mais il peut aussi fumer une cigarette. À la limite, c'est pas qu'il prenne une forme orale ou une cigarette dans une période intermédiaire où il est en train d'arrêter de fumer. Finalement, c'est pas très grave. Vous voyez, on n'est pas bon. L'idéal, c'est plutôt rester sur les substituts. Mais bon. Alors, la réduction contrôlée, ça, c'est un élément, je ne dirais pas totalement nouveau, ça fait quelques années qu'on en parle, mais qui se structure de plus en plus et qui est, voilà, Dotzenberg, par exemple, qui est le tabacologue un petit peu référent en France, ou Bruckner ou d'autres, sont en train de développer beaucoup ça et les recommandations internationales se calent aussi là-dessus en première intention. Donc, on va avoir 3 situations possibles pour la réduction contrôlée. Le patient, bien, vous avez l'intention d'arrêter, vous n'êtes pas prêt. Pourquoi ne pas expérimenter la réduction progressive? C'est-à-dire, on ne va pas demander au patient d'arrêter de fumer. On lui dit simplement qu'on va lui donner un traitement pour qu'il ait moins envie de fumer. Et ayant moins envie de fumer, ben, il va continuer à fumer ce qu'il a envie de fumer. C'est-à-dire, il va garder moins de cigarettes au moment des pauses, après le repas, etc. Il va fumer beaucoup moins. De cette expérience, il va apprendre. Il va apprendre déjà que certaines des cigarettes qu'il fumait, c'était uniquement par dépendance, par addiction. Et que là, il va garder quelques cigarettes qui sont les cigarettes qu'il considérait comme des cigarettes plaisir, qui vont lui faire moins plaisir à partir du moment où il a un substitut nicotinique. Et sur ces dernières cigarettes, après, on va pouvoir travailler avec des thérapies cognitivo-comportementales ou autres. Deuxième situation, vous venez pour être aidé dans votre tentative d'arrêt et du coup, donc le patient est volontaire, il vient pour être aidé. On n'est pas obligé de lui proposer qu'une solution. Même avec les substituts nicotiniques, on a le choix entre 2 postures. Soit il est pour un arrêt immédiat, j'arrête de suite, soit on va faire une réduction contrôlée progressive, il va diminuer progressivement et on va voir que c'est moins astreignant comme méthode. Donc là, l'intérêt de cette posture, c'est que le patient a le choix et c'est lui qui décide. Et on sait que quand c'est le patient qui décide, c'est beaucoup plus efficace. Des tas d'essais cliniques le montrent. Donc, même si lui est venu avec l'intention d'arrêter, on lui suggère qu'il y a 2 positions. Et est-ce qu'il est vraiment arrêté de suite ou pas? Moi, je prends l'exemple du pansement collé sur les poils. Quand vous avez un pansement collé sous les poils, à certains moments de votre vie ou certaines personnes vont se dire, je l'arrache un bon coup comme ça va faire mal, mais je vais m'en débarrasser. C'est l'arrêt immédiat. Et d'autres, ils vont le décoller petit à petit en coupant les poils, etc., pour ne pas se faire mal. Ils vont utiliser des tas de techniques pour ne pas se faire mal. C'est la réduction contrôlée. La réduction contrôlée, on arrête doucement, en prenant notre temps, sans se faire mal. L'arrêt immédiat, ben, ça sera plus dur. Voilà, même avec les traitements adéquats. Mais pour certains, c'est mieux, parce que psychologiquement, pour eux, c'est plus facile d'arrêter d'un coup. Donc, c'est le patient qui choisit. Et la dernière tentative, vous avez un rendez-vous avec l'addictologue dans 2 mois. Eh bien, c'est très bien, je vous félicite, vous avez raison, super décision, etc. Mais en attendant, sur ces 2 mois, si vous voulez, je peux vous proposer de vous mettre des patchs pour que vous ayez moins envie de fumer. Vous pouvez continuer à fumer comme vous avez envie, mais vous fumerez moins. Et comme ça, vous allez rencontrer l'addictologue et vous aurez déjà un début de traitement et ça sera plus facile d'enclencher l'arrêt après. Et ça, certains addictologues le font déjà, c'est-à-dire que lorsqu'ils donnent le rendez-vous au patient pour arrêter de fumer, ils lui disent « prenez des patchs, telle dose, là, en attendant, et essayez de commencer à diminuer de fumer sous patch, de façon à les préparer à la rencontre, parce qu'on sait que ces patients-là, il y a plus de chances qu'ils arrivent à la consultation que si on les laisse sans rien. Ils continuent à fumer comme avant, ou ils essayent d'arrêter tout seuls en attendant la consultation. C'est moins satisfaisant que s'ils sont déjà dans une démarche. Donc, voilà les 3 positions possibles de la réduction contrôlée et qui sont particulièrement adaptées aux soins primaires. Alors, elles ont des contraintes un petit peu différentes. Aucun questionnaire à faire en soins primaires pour l'arrêt du tabac. Ce n'est pas la peine de vous encombrer avec des tas de questionnaires, de machins, de trucs. Ça ne sert à rien en soins primaires, très honnêtement. C'est pour les études ou pour les cas complexes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas interroger les coaddictions, par exemple. Il faudra bien savoir s'il y a l'alcool, s'il y a tout ça. Mais pour la plupart des fumeurs, il n'y aura pas. Et du coup, on va être sur un sevrage simple.
Il n'y a que deux questions à retenir. Pareil pour le testeur de CO. Pour le testeur de CO, il faut savoir qu'il n'y a aucune étude internationale qui a démontré son intérêt, son efficacité. Aucune. Ça a été, les récentes recommandations nous le disent bien. Ça peut être utile dans certaines circonstances, suivant comment on l'utilise en tant que soignant avec son patient, bien sûr, au niveau de la motivation, tout ça. Mais c'est un mauvais outil pour évaluer la dose de traitement à appliquer. Il vaut mieux ces deux questions que je vais vous montrer pour doser les patchs. Combien fumez-vous de cigarettes un jour où vous ne limitez pas votre consommation? Vous voyez que ce n'est pas tout à fait une question du Fagerström, qui est le test le plus utilisé. On l'a un peu modifié. La question du Fagerström, c'est combien de cigarettes fumez-vous chaque jour? Voilà. Là, c'est le jour où vous ne limitez pas votre consommation. Parce que la plupart des patients, actuellement, du fait du coût du tabac, ils diminuent leur consommation de tabac. Donc, ils tirent plus sur les cigarettes. Et donc, un patient aujourd'hui qui fume 10 cigarettes, parfois, c'est un patient, ça équivaut au fait qu'il fumerait 15 ou 20 cigarettes, parce qu'il tire plus dessus pour faire des économies. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est le jour où il se lâche. Il y a une soirée barbecue, il y a un machin, un truc, il se fume son paquet, mais c'est le paquet, la référence. Ce n'est pas les 10 cigarettes qu'il fume la semaine en se restreignant. Vous voyez? Donc, on propose un patch d'environ 1 mg par cigarette fumée, mais dans ce contexte-là. Et la deuxième question, c'est avez-vous envie de fumer dès le réveil ou dans l'heure qui suit? Voilà, c'est avez-vous envie, c'est pas fumez-vous, mais avez-vous envie de fumer? Car souvent, du fait du coup, il retarde la première cigarette, mais aussi du fait de l'emploi du temps aujourd'hui, qui est différent de l'emploi du temps d'il y a 30 ans quand le test a été conçu. Aujourd'hui, souvent, ce sont des femmes le matin qui doivent se préparer les gamins, les amener à l'école, ou les mecs, c'est pareil. Voilà. Et donc, ils n'ont pas le temps de faire une pause pour fumer une cigarette. Et ils prennent le temps de fumer la cigarette une fois qu'ils ont souvent déposé les gamins à l'école, ou etc. Donc, en fait, ce n'est pas parce que quelqu'un fume 2 heures après le réveil qu'il n'a pas envie de fumer dès le réveil. Donc, c'est surtout l'envie de fumer qui est importante. Et si la personne vous dit qu'elle a envie de fumer dès le réveil ou dans l'heure qui suit, on propose des patchs sur 24 heures qui vont délivrer sur 24 heures. Par contre, si vous dites non, le matin c'est cool, j'ai vraiment pas envie de fumer le matin, non, je me réveille, nickel, éventuellement à la pause de 10 heures, j'ai envie de fumer. Bon, mais à ce moment-là, vous pouvez mettre des patchs sur 16 heures, voilà, qui ne vont pas délivrer la nuit. Donc, ces deux questions, elles sont même plus efficaces que le testeur de CO et plus fiables. Voilà. Par contre, dans l'interaction avec le patient, bien sûr, le testeur de CO peut avoir des avantages. Donc, si on en a un, c'est intéressant. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas la peine d'en acheter un. Honnêtement, c'est compliqué. Ça va vous créer plein de difficultés parce qu'il faut acheter les petits embouts en carton. En ce moment, avec le Covid, on ne peut pas l'utiliser. Il faut le calibrer régulièrement. Il faut réalimenter le gaz, etc. Ça a un coût. Donc, en soins primaires, sauf être dans une maison de santé où il y a beaucoup de gens qui vont l'utiliser, et encore, ça peut avoir un intérêt, mais quelqu'un qui est installé à 2 ou 3, ça ne vaut pas la peine. Donc, la première prescription en pratique. Donc, vous voyez que jusqu'à 7 cigarettes, ça sera 7 mg sur 24 heures ou 5 mg sur 16 heures. Ça équivaut à la même chose. Hein. C'est la même dose à l'heure, si on veut dire. 8 à 12 cigarettes, 14 mg sur 24 heures ou 10 mg sur 16 heures. 13 à 20 cigarettes, 21 mg sur 24 heures ou 15 mg sur 16 heures. Mais généralement, pour les patients qui sont à ces doses-là de cigarettes, 13 à 20, généralement, c'est sur 24 heures. Ils auront envie de fumer au réveil pour la plupart, quoi. C'est pour ça que je n'ai pas mis ou qu'on n'a pas mis les 15 mg sur 16 heures. Et au-delà du paquet, eh bien, il faudra de toute façon systématiquement plusieurs patchs, même dès le départ. Vous voyez, un patient qui vient vous voir, c'est de plus en plus rare, mais on en a 2 paquets par jour. Eh bien, 2 paquets par jour, c'est 21 mg sur 24 heures plus 15 mg sur 16 heures, minimum. Vous voyez, minimum, voire 25 mg sur 16 heures, puisque c'est le dosage le plus élevé. Si vous êtes dans l'arrêt immédiat, eh bien, on va associer, pour être vraiment dans l'arrêt immédiat, des formes orales à 2 ou 4 mg. Le maximum, c'est 30 par jour, mais si vous êtes à 30 par jour, c'est que vous êtes sous-dosé en patch. Ça n'a aucun sens de donner 30 substituts oraux par jour. Dès qu'on dépasse 5-6 gommes orales, il vaut mieux monter le patch.
Vous voyez, c'est que le patch est insuffisant. Et si vous êtes dans la réduction contrôlée, eh bien, le patient va fumer selon ses envies. C'est-à-dire, au lieu de mettre des substituts oraux, c'est exactement la même chose, mais au lieu des substituts oraux, il met une cigarette. Et du coup, il n'est pas dans l'arrêt du tabac immédiat. Donc, il se donne le temps d'avancer. De toute façon, les patients qui sont censés faire l'arrêt immédiat, souvent, ils vont se retrouver dans de la réduction contrôlée. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à tout arrêter, ils vont garder quelques cigarettes. Donc, c'est-à-dire, face aux faits, ils vont souvent se retrouver à fumer un peu sur leur patch et ils ont le sentiment qu'ils sont en échec. Alors que si on les a préparés avant à l'idée de la réduction contrôlée, ils peuvent switcher de l'arrêt immédiat à la réduction contrôlée en ayant le sentiment d'une réussite. C'est-à-dire, ils se disent, je n'ai pas pris la bonne décision, il vaut mieux que je fasse la réduction contrôlée et je fume quelques cigarettes. Du coup, vous n'avez plus d'échec dans cette posture-là. Donc, c'est un élément très important pour que le patient puisse se gratifier, se motiver pour venir à la consultation suivante. Et à la place des substituts oraux et des cigarettes, on peut mettre de la cigarette électronique, si le patient le souhaite. Donc, vous voyez, vous avez plein de solutions qui sont les mêmes, en fait. C'est juste des ajustements minimaux. Dans l'arrêt immédiat, eh bien, il va falloir revoir le patient à 1 semaine maximum. Et il appelle s'il y a problème. Vous imaginez bien que quelqu'un qui, malgré le traitement, a envie de fumer, si vous lui donnez un rendez-vous dans 1 mois, il ne va pas tenir. Il va refumer. Et du coup, échec dans sa tête. Donc, il faut, par contre, 1 semaine, il va s'accrocher parce qu'il sait qu'il vous revoit. À la limite, il va fumer 1 ou 2 cigarettes par jour, mais il va se tenir quand même à peu près et il vous revoit. À 1 mois, il ne revient pas. Échec. Donc, c'est exigeant l'arrêt immédiat. On monte à la dose maximale supportée tant qu'il y a des envies de fumer. Ça, c'est bien. Et on va faire un suivi toutes les semaines tant qu'il y a des envies difficiles à gérer ou tant qu'il fume un peu avec le truc. Et on espace progressivement. Voilà. Et le traitement, c'est au moins 3 mois sans cigarette. C'est-à-dire, on va le suivre au moins 3 mois alors qu'il ne fume plus. C'est-à-dire, s'il a fallu 3 mois pour qu'il ne fume plus, le suivi sera de 6 mois. Pour que ça marche, on sait qu'en faisant comme ça marche beaucoup mieux et les arrêts sont durables. L'idéal pour certains tabacologues, c'est 1 an de suivi parce que vous allez avoir des périodes anniversaires. Le premier barbecue avec apéro en plein air au mois de mai. Là, risque de rechute. Importance d'avoir un rendez-vous pas trop loin. Et ça, de mai à juin, critique. L'été, le gars, il se retrouve au bord de la plage avec ses copains de l'année dernière qui le voient encore comme un fumeur, qui lui propose de la cigarette, etc. Donc, 1 année, vous allez passer tous les événements anniversaires un petit peu où le type était dans des situations où il fumait et où il ne fume plus. Et donc, où il risque de rechuter. Mais bon, on fait comme on peut. Souvent, on ne va pas le revoir 1 an. Alors que dans la réduction contrôlée, par contre, on revoit le patient en fonction de sa disponibilité de la note. C'est-à-dire, si on n'a pas le temps, pas l'opportunité, pas de rendez-vous, et lui non plus, parce que lui aussi, il a son emploi du temps. On le néglige souvent, mais le patient, il travaille, il a sa famille, il a des trucs, il n'a pas forcément la possibilité de revenir toutes les semaines. C'est peut-être même, son médecin traitant peut être à 30 bornes, c'est compliqué. Donc, à ce moment-là, on peut le revoir dans 1 mois, 2 mois, c'est pas grave, il fume avec le patch. Et il va prendre le patch tant qu'il est dans ce processus. Donc, on est moins tenu par des rendez-vous rapprochés. On va monter les doses aussi, exactement pareil comme dans l'arrêt immédiat, tant qu'il a envie de fumer, pour qu'il diminue le nombre de cigarettes. On monte la dose. Et plus on va monter la dose, moins les cigarettes seront gratifiantes et plus elles auront des effets secondaires. Donc, il en fumera de moins en moins. Et l'objectif demeure l'arrêt complet. Ça, par contre, on ne doit pas déroger de ça. C'est-à-dire, on ne va pas le laisser en réduction contrôlée à vie, sauf sur certains patients gravement déjà malades, qui n'arrivent vraiment pas à arrêter. On peut laisser des mois, des années avec une réduction contrôlée. D'ailleurs, on a eu des patients qui sont sous comprimés à sucer ou chewing-gum à la nicotine depuis des années. Donc, on voit bien que la nicotine, ce n'est pas un problème. Mais bon, de fait, l'idée, c'est quand même d'arrêter la nicotine. Le patient est sous-dosé s'il a envie de fumer ou fume, c'est simple. S'il compense, c'est-à-dire s'il a tendance à boire plus d'alcool ou à bouffer n'importe quoi, à grignoter, c'est qu'il est sous-dosé. Et s'il est énervé ou s'il a du mal à dormir. Dès que vous avez des effets secondaires, d'abord pensez au fait que c'est un sous-dosage
et ne pas hésiter à monter le dosage. Et quand il est surdosé, vous lui demandez quand vous avez fumé trop. Voilà, vous êtes sorti une soirée, vous avez fumé un demi-paquet, vous n'en pouvez plus. Quels sont les symptômes que vous avez lorsque vous avez fumé trop? Et le patient va vous dire, je suis énervé, j'ai des nausées, des palpitations, etc. Il dit, si vous êtes surdosé, vous aurez les mêmes signes. Chez vous, ça sera la même chose. Donc, des palpitations, des nausées, des céphalées, de la nervosité, des troubles du sommeil. Voilà, et ces troubles disparaissent lorsqu'il enlève le patch. Donc, il n'y a aucun drame. Voilà, la nicotine, je dirais, ça n'a jamais tué personne en soi. Hein, voilà. Donc, voilà un petit peu la base du traitement. Vous voyez, elle est simple, en fait. Elle est très simple. On monte là, et on fait pareil avec la varénicline, d'ailleurs. De fait, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais la varénicline, vous montez les doses progressivement tant qu'il y a des envies de fumer. Et quand il n'y a plus d'envie de fumer, vous arrêtez de monter. Donc, on n'est pas obligé de monter à 2 mg. On peut s'arrêter à 1 mg, 1 mg et demi, si le patient n'a plus envie de fumer. Et du coup, on va avoir beaucoup moins d'effets secondaires. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, dans le projet LAST, on peut vous donner un agenda du craving. Le patient va noter les moments où il a envie de fumer, qu'est-ce qu'il a fait pour gérer l'envie de fumer, combien de temps ça a duré, si c'était difficile, etc. Généralement, ils font ça 1, 2, 3 jours, sauf les obsessionnels. Et c'est très bien. Déjà, en 2, 3 jours, on voit bien les choses. Donc, on les incite à le faire jusqu'à ce qu'on se revoie, en sachant qu'ils ne le feront pas. On n'est pas déçus. On les félicite de l'avoir fait déjà de 3 jours. Et c'est très intéressant parce qu'on va travailler ces moments où ils ont eu des envies de fumer pour savoir comment on peut trouver des modalités. Ça, c'est souvent utilisé en TCC, thérapie cognitivo-comportementale. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour moins avoir envie de fumer et qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place? Et c'est à eux de trouver les situations, les solutions. Ce n'est pas à nous de les donner. On peut les guider, mais surtout, on va les guider pour qu'ils cherchent leurs solutions. C'est le principe de base. Alors, les femmes, je vais aller vite parce que je prends du temps, mais chez les femmes enceintes, théoriquement, on préfère les patchs sur 16 heures, mais en pratique, souvent, ce sont des patchs sur 24 heures. Il faut savoir que la clairance de la nicotine est augmentée chez la femme enceinte. C'est-à-dire que la femme enceinte, elle a besoin de doses plus importantes que la femme qui n'est pas enceinte pour arrêter de fumer, pour ne pas avoir envie de fumer, du fait de cette clairance de la nicotine. C'est-à-dire l'élimination de la nicotine se fait plus vite chez la femme enceinte. Donc, il y a un problème chez la femme enceinte, c'est que sur les substituts nicotiniques, mais on le reverra, il y a un petit schéma qui contre-indique chez la femme enceinte, ou du moins qui dit d'être prudent chez la femme enceinte. Mais le CRAT, qui est le site officiel qui donne les effets secondaires des médicaments pour la femme enceinte et les contre-indications, dit bien qu'il n'y a aucune contre-indication à l'utilisation des substituts nicotiniques chez la femme enceinte. Voilà. Cigarette roulée, cigare, normalement, il faut multiplier la dose par 2 parce que le tabac est moins tassé. Enfin, ça fait plus voilà, 10 cigarettes roulées, ça fait à peu près 20 cigarettes manufacturées. Donc, il faudra sûrement plus doser si le patient a des cigarettes roulées. Le craving, pour gérer le craving, il y a les trucs classiques de boire de l'eau, faire des exercices respiratoires, changer d'occupation, changer les habitudes, faire des activités physiques, réduire le café, prendre du décaféiné, etc. Il y a 10, 20, 30, 40 solutions possibles, mais si c'est vous qui les donnez, ça ne marche pas bien. Donc, vous donnez des exemples et vous dites au patient, à tel moment-là, vous avez eu envie de fumer, quel était le contexte? Qu'est-ce qui vous est passé dans la tête? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Anticiper la situation. Quand elle va se reproduire, qu'est-ce que vous allez faire pour gérer cette envie? Qu'est-ce que vous allez essayer? Et une fois qu'il a compris le principe, il va trouver ses solutions. Et c'est surtout ça qui est important, intéressant. La durée du traitement, on en a parlé. Et l'entourage. Alors, l'entourage majeur, l'entourage. Soit comme effet négatif, il fume, il incite l'autre à refumer, voilà. Soit effet positif majeur, c'est-à-dire le conjoint du fumeur, l'entourage au travail, l'entourage social. Si on dit qu'on est en train d'arrêter de fumer, normalement, si les gens sont sympas, ils ne vont pas fumer près de vous, ils vont vous encourager, ils vont vous féliciter, etc. Donc, on a tendance à dire aux gens, dites à tout le monde que vous êtes en train d'essayer d'arrêter de fumer et surtout évitez les salopios qui veulent vous donner des cigarettes. Voilà. Les nouveaux pictogrammes, donc ça j'ai parlé pour le pictogramme qu'il y a sur les substituts nicotiniques, donc je passe.
Qui orienter? Ben, vous orientez simplement les gens pour lesquels vous vous sentez dépassé. C'est tout. Tant que ça fonctionne bien avec le patient, il n'y a aucune limite. Même s'il y a des troubles psychiatriques, même si le patient est précaire, même s'il y a d'autres addictions, si le patient il est bien avec vous, il a envie d'arrêter avec vous, c'est avec vous qu'il va avancer. Ceci dit, les patients les plus complexes, malgré tout, ce sont ceux qui ont d'autres addictions que le tabac avec, généralement cannabis, alcool, le plus souvent, ou le jeu, par exemple. Ceux qui ont des difficultés sociales majeures, les plus précarisés, les plus vulnérables, mais également les handicapés, les psychiatriques, les personnes vulnérables dans l'ensemble. Et puis, si vous ne pouvez prescrire que les substituts nicotiniques et qu'il n'en veut pas, il faudra peut-être en adresser à un professionnel qui peut utiliser d'autres méthodes. Voilà. Donc, et pour orienter, vous avez le site addictoclick.com, qui est un annuaire en ligne. Donc, sur ce site, vous avez toutes les consultations de Tabaco et d'Addicto. La vape, très rapidement, la vape, eh ben, il n'y a pas de combustion. Or, ce qui est nocif par le monoxyde de carbone, c'est la combustion. Et les goudrons aussi. Donc, on évite quasiment tout impact cardiovasculaire et tout impact cancérigène. Pour faire simple, il reste un impact respiratoire. Donc, les pneumologues, ils ne sont pas d'accord avec la cigarette électronique. Mais de fait, il y a une telle diminution des risques qu'on se positionne dans une réduction des risques et des dommages avec la cigarette électronique. Et c'est d'autant plus justifié chez les populations qui n'arrivent pas à arrêter de fumer. On ne va pas le proposer à quelqu'un que l'on sent capable d'arrêter de fumer. Voilà. Le problème, c'est qu'actuellement, il semble que les ados commencent avec la cigarette électronique. Bon, c'est moins pire que la cigarette, mais dans l'idéal, voilà. Il faut, surtout, ce qu'il faut proscrire, ce sont les gens qui associent à la fois la cigarette et la cigarette électronique, parce que là, on diminue aucun risque et on ne fait qu'accroître les problèmes. Il faut utiliser les cigarettes électroniques selon les normes AFNOR et selon les normes du fabricant. Donc, il ne faut pas, voilà, donc il faut pas utiliser le voltage maximal. Il ne faut pas faire des mélanges si possible. Le do-it-yourself est à éviter, sauf avec renseignement dans les boutiques. Le principe essentiel, c'est d'acheter sa cigarette électronique, son e-liquide, au moins au début, dans une boutique. Parce que les vendeurs sont quand même la plupart du temps formés et de bons conseils. Il y a un apprentissage de la cigarette électronique comme il y a eu un apprentissage de la cigarette. Et fumer la cigarette électronique, enfin vapoter, ce n'est pas du tout le même geste et les mêmes sensations que fumer la cigarette. Donc, il y a ce switch nécessite un apprentissage qui est accompagné par le vendeur en boutique. Et donc, c'est très, très important. Et il vaut mieux qu'il soit accompagné par le vendeur en boutique que par un professionnel de santé parce que ça fait une ressource supplémentaire pour le patient et donc ça augmente ses chances de réussite dans l'ensemble. Donc, voilà. Donc, en France, on déconseille la cigarette électronique chez la femme enceinte, mais en Angleterre, elle est remboursée chez la femme enceinte. Pour l'instant, on manque quand même de recul pour la proposer en tant que soignant à une femme enceinte. À mon avis, c'est la position française. Voilà. Donc, excusez-moi du débit rapide, mais comme vous le voyez, j'ai beaucoup de choses, j'ai envie de vous dire beaucoup de choses, et en même temps, je ne veux pas prendre tout le temps d'Audrey. donc, voilà, donc n'hésitez pas, on reviendra sur les questions à la fin, l'ensemble des questions. Et je vais laisser la parole à André. Il faut juste que j'arrête. Ah oui, c'est vrai que j'ai plus la souris, j'ai ma souris en panne. Là, voilà. Je vais la récupérer là. Voilà, hop, arrêtez. Je vais prendre le relais pour le deuxième temps de présentation. Ça sera pas aussi long que la présentation de Philippe, mais c'est tout aussi important. Et alors, hop, que je retrouve mes dias. Alors, normalement… Pendant que tu cherches tes dias, juste une chose que je n'ai pas dit, c'est que quand vous recevez un patient, que vous lui faites un conseil à l'arrêt et que vous repérez qu'il est fumeur, je pense un dentiste, pour lui c'est évident, il sait si son patient est fumeur. Mais le médecin traitant ici et n'importe quel autre professionnel, vous allez vite repérer qu'il est fumeur. Systématiquement, après le conseil à l'arrêt, proposez-lui une réduction contrôlée. Ça va vous prendre 2 minutes et vous lui donnez un rendez-vous pour faire une consultation dédiée à l'arrêt du tabac. Au bout d'une semaine, un mois, quand vous pouvez, mais vous lui proposez la réduction contrôlée en même temps que le conseil à l'arrêt. Moi, j'ai essayé et la plupart des patients sont OK. Voilà.
Oui, et ça va vous prendre 2 minutes. C'est-à-dire, il est venu pour autre chose, on règle son autre problème, et puis on lui dit, voilà, moi je vous propose un challenge là, qui est simple. Hein. Je ne vous propose pas d'arrêter de fumer, je vous propose juste de ne plus avoir envie de fumer. Je vais vous marquer des patchs, essayez, et si vous voulez, on peut se revoir dans une semaine, 10 jours, 15 jours, pour parler de cette expérience, et pour voir si vous pouvez vous engager dans l'arrêt du tabac. Ben, une personne sur deux, ça le fait. Donc, je peux vous conseiller d'essayer de faire ça sur quelques patients. Vous verrez. Très bien, Voilà, merci Audrey. pour cette précision. Et juste avant que je commence ma présentation, voilà, on aura un temps de questions-réponses juste après. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Peut-être que vous les avez notées de côté, mais en tout cas, vous pouvez aussi les mettre dans le chat. Voilà, donc moi, ma présentation, elle va concerner la présentation du projet de lieu d'accompagnement à la santé sans tabac ou l'AST tabac, qui est un des projets qui porte sur le tabac de la Coréade. On a aussi d'autres projets comme notamment le Mois sans tabac que vous devez certainement connaître vu sa notoriété. Et dans le cadre de ce projet Last Tabac, en fait, l'idée, comme l'a souligné Philippe, c'est de mobiliser les aides en proximité du fumeur. Et ces aides en proximité, ce sont notamment les professionnels de santé du premier recours. Donc, c'est pourquoi ce projet Last Tabac est un projet, bien entendu, à destination des fumeurs, mais s'adresse aussi tout particulièrement aux professionnels de santé du premier recours, médecins généralistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, kinés, dentistes, psychologues, etc., etc. Ce que l'on vous propose finalement, c'est voilà, de vous impliquer auprès de vos patients fumeurs de tabac pour leur proposer une aide à l'arrêt. Et pour cela, donc, on vous propose plusieurs choses qui vont aider, faciliter votre pratique à l'arrêt du tabac, comme c'est le cas de cette formation. Alors, l'AST tabac, donc nos objectifs, comme j'ai un petit peu commencé à le présenter, c'est la finalité, bien entendu, c'est de faire diminuer la prévalence du tabagisme en Nouvelle-Aquitaine. Et pour cela, donc, on travaille autour de 3 axes de travail. Donc, la formation des professionnels de santé à l'accompagnement à l'arrêt du tabac pour leurs propres patients fumeurs. Hein. L'idée, c'est que chaque professionnel reste dans le cadre de ses pratiques habituelles, mais soit plus proactif et plus systématique pour aborder le sujet du tabac auprès de ses propres patients. On a un deuxième axe de travail qui est la communication, une communication qui, là encore, s'adresse aux professionnels de santé. L'idée, c'est de les mobiliser à travers donc, cette thématique de l'arrêt du tabac, mais aussi une communication qui s'adresse aux fumeurs et dont l'objectif est de les encourager à parler de leur consommation de tabac avec leurs professionnels de santé habituels et aussi à envisager d'être accompagnés lorsqu'ils ont un projet d'arrêt, lorsqu'ils souhaitent arrêter de fumer, par exemple, lors du mois sans tabac, ils souhaitent relever le défi du mois sans tabac, et bien qu'ils l'envisagent aussi dans le cadre d'une collaboration, d'un accompagnement avec un professionnel de santé. Et notre troisième axe de travail, elle est plus sur le volet organisation, comment on arrive sur un territoire à mobiliser l'ensemble des professionnels, il y en a beaucoup d'ailleurs, qui sont concernés par cette question du tabac. Comment on arrive sur un territoire à faire en sorte que tous se mobilisent autour de cette question? Comment on arrive à les faire travailler ensemble, à faire interagir différents professionnels autour de cette question? Comment aussi on peut faciliter le lien entre les professionnels du premier recours et les spécialistes addictologues ou tabacologues. Donc, je vais détailler un petit peu plus ces 3 axes de travail. Donc, la formation, comme vous l'aurez compris, c'est pour vous aider à développer vos compétences en matière d'aide à l'arrêt du tabac. Ce n'est pas du tout l'idée de faire de chacun des tabacologues ou des spécialistes, mais que chacun aille jusqu'où il peut avec ses patients fumeurs pour leur proposer une aide. Donc, sur ce volet formation, on propose différents outils aux professionnels qui rejoignent le projet en s'inscrivant sur notre site internet LAST, des outils pour communiquer à vos patients fumeurs que vous pouvez les aider à arrêter de fumer, des outils aussi sur la prescription des traitements de substitution à la nicotine, etc., etc., l'agenda de mes envies qui vous a été présenté et d'autres outils
papier et également numérique sur notre site internet où vous avez accès à un espace professionnel où vous pouvez voir les autres LAST qui sont présents sur votre territoire, visionner des tutoriels, utiliser un forum pour poser vos questions, etc. Et la formation, bien entendu, elle se fait aussi, comme son nom l'indique, via des temps de formation, notamment ces visio-formations que l'on a instaurées depuis cette année entre midi et 2. Donc, on a voulu pratique pour les professionnels du premier recours qui doit normalement vous donner les bases pour de l'accompagnement à l'arrêt du tabac. Et la formation, elle est aussi en ligne, comme je l'ai dit, à travers les tutoriels que l'on peut proposer sur le site internet LAST, mais aussi sur nos autres sites internet, AzikTuto par exemple. Et elle peut aussi se faire à la demande. Voilà, on étudie aussi, on a quelquefois des demandes de certains acteurs, de certaines structures qui veulent se former en équipe. Souvent le cas aussi, par exemple, des pharmaciens qui veulent former toute l'équipe de la pharmacie autour de ces questions. Et quand c'est possible, bien entendu, on essaye aussi d'aller sur les territoires, de proposer aussi des temps de formation en présentiel. La communication, comme je l'ai dit, c'est faciliter aussi la demande d'aide, bien qu'elle soit double, cette communication. Elle a comme objectif, entre autres, de faciliter la demande d'aide des fumeurs de tabac. Et pourquoi on travaille là-dessus? C'est tout simplement dans le cadre d'une étude que l'on a menée auprès des médecins généralistes, je crois, qui montrait que l'un des obstacles pour les médecins à aborder les thématiques addictives était l'absence de demande d'aide des patients. Donc, pour lever ce frein, on encourage à travers des actions de communication les fumeurs à demander de l'aide à leurs professionnels de santé. Et notamment, voilà, l'idée, c'est de rejoindre le projet LAST et de vous identifier comme un lieu où les fumeurs ou vos patients peuvent trouver de l'aide pour arrêter de fumer. Voilà. Et donc, favoriser cette rencontre autour du tabac via une démarche proactive et un peu plus systématique des professionnels de santé et via aussi une augmentation de la demande d'aide de leurs patients fumeurs. Enfin, notre troisième axe de travail est l'organisation. Donc, comme je l'ai dit, c'est plus un volet qui se fait dans le cadre d'organisation sur les territoires de santé. Une organisation qui devra, et on y travaille actuellement, c'est pour ça que j'emploie mes verbes au futur, rassembler les professionnels du premier recours, bien entendu, afin que les fumeurs puissent disposer d'aide en proximité. C'est une notion vraiment très importante dans le cadre du projet, allier donc ces professionnels aux professionnels spécialistes en second recours, addictologues, tabacologues, etc., mais aussi dans le cadre des dispositifs de coordination qui émergent un peu partout en Nouvelle-Aquitaine, comme par exemple les CPTS, les CLS, etc. Donc, comment on arrive, avec ces dispositifs de coordination, à rassembler tous ces professionnels qui gravitent autour de la question du tabac et une question qui concerne l'ensemble des professionnels. Donc, ce projet LAST Tabac pour qui? Donc, comme je l'ai dit, on oriente beaucoup nos actions pour mobiliser, pour impliquer, pour proposer des outils, des formations, une organisation pour aider les professionnels du premier recours. Mais bien entendu, tout ce que l'on propose dans le cadre du projet est accessible à tout professionnel. Par exemple, si vous êtes addictologue ou tabacologue, vous avez bien entendu accès au projet, aux outils, aux formations que l'on propose, entre autres. Mais c'est vrai qu'on met beaucoup d'énergie et on réfléchit notamment, c'est un projet qui est en cours sur la mobilisation et l'investissement des professionnels du premier recours. Notamment, comme c'est écrit sur ma diapo, pharmacie, centre d'examen de santé, service de santé scolaire ou service de santé au travail, etc. Donc, actuellement, où est-ce qu'on en est de ce projet? Alors, c'est important de le dire, c'est un projet qu'on déploie actuellement, notamment sur différentes zones pilotes en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est un projet qui, en même temps, est évalué par une équipe du CHU de Bordeaux. Donc, pourquoi on évalue le projet? Tout simplement pour pouvoir proposer un projet qui soit efficace et qui puisse être ensuite déployé n'importe où sur notre région.
Donc, on a environ 200 lieux d'accompagnement, 220 lieux d'accompagnement à la santé sans tabac, en sachant qu'on a lancé le recrutement, entre guillemets, des professionnels en février 2020 sur tous les territoires de Nouvelle-Aquitaine et des professionnels qui viennent de différentes professions, beaucoup d'infirmiers, c'est vrai, notamment les infirmiers azalés, je ne sais pas si certains d'entre vous les connaissent, des pharmaciens, des sages-femmes, des kinés, des médecins aussi, bien entendu. Voilà. Donc, je crois que c'est ma dernière diapo, c'est la dernière. Donc, pourquoi, quel intérêt de rejoindre le projet? Alors, déjà en préalable, vous n'aurez aucune contrepartie à nous rendre ou quoi que ce soit. Nous, c'est un projet dans lequel on souhaite vous proposer une offre de services pour vous aider par rapport à cette thématique de l'arrêt du tabac. Donc, c'est vraiment pour vous aider qu'on vous propose de rejoindre le projet LAST. Ça vous permet de vous former, vous outiller, faire connaître à vos patients fumeurs que vous pouvez les aider et donc faciliter leur demande d'aide et leur permettre de trouver de l'aide s'ils ont envie d'arrêter de fumer là, tout de suite, maintenant, trouver de l'aide en proximité humaine, territoriale et temporelle auprès de professionnels qui sont plus facilement accessibles. C'est aussi une façon de faire de la prévention, donc c'est aussi d'actualité par rapport en France. On a pris le virage préventif et faire de l'accompagnement à l'arrêt du tabac, c'est faire de la prévention parce que aussi les aider, ça marche et les études le montrent et notamment l'évaluation de notre projet va dans ce sens. Et c'est aussi une façon de gagner du temps. Alors ça, on a un peu plus de mal à l'imaginer en tant que professionnel de santé, mais oui, ça permet de gagner du temps puisqu'on évite des pathologies qui sont associées au tabagisme, voire on évite ou bien on réduit les pathologies qui sont associées. Et aussi, on permet aux autres traitements que peuvent suivre vos patients fumeurs de gagner en efficacité. Quand on arrête de fumer, les traitements d'autres pathologies gagnent aussi en efficacité. Et enfin, c'est rejoindre un esprit, c'est rejoindre une communauté. Donc là, c'est plutôt l'argument fédérateur, une communauté de professionnels de différentes professions qui se mobilisent autour d'une thématique commune sur leur territoire. Voilà. Voilà pour la présentation du projet Last Tabac. Je vous invite, pour la compléter, d'aller, si vous ne connaissez pas, d'aller visiter notre site internet. Vous pouvez vous y inscrire, notamment dans le cadre du projet. Bien évidemment, je vous invite aussi à vous y inscrire. Mais voilà, donc c'est www.last-na.fr. Et si vous avez des questions donc, sur le projet et puis des questions sur la partie de Philippe, ben voilà, le temps des questions est maintenant ouvert et je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'à présent. Donc voilà, alors j'ai vu la petite lumière orange du chat s'éclairer, donc je vais voir. J'ai noté deux questions, Audrey. D'accord, très bien. Deux questions. Peut-être la première, je peux y répondre puisque c'était sur ce que j'ai proposé à la fin de la première consultation. Donc, si vous avez quelqu'un qui ne vient pas pour arrêter de fumer, mais forcément, il y a toujours un lien avec le fait qu'il fume sur la plupart des pathologies. Et donc, vous lui proposez un fumez-vous, oui. Et finalement, moi, souvent, j'embrayais en disant, savez-vous qu'aujourd'hui, on peut proposer une réduction progressive du tabac, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'arrêter de suite, mais de diminuer progressivement son tabagisme avec les substituts nicotiniques. Est-ce que ça vous dirait d'essayer cela? Par exemple, c'est une proposition, il peut y en avoir d'autres, mais et du coup, pour certains patients, on le sent très très vite que ça embraye. Les gens, ils n'attendaient que ça finalement. Et donc, ah bon, c'est vrai, c'est intéressant. Donc, je leur dis, voilà, on va faire vous posez les deux questions qu'on a évoquées, hein, et puis vous prévoyez le dosage de la substitution nicotinique. Vous faites la prescription. Donc, on a des mémos qui peuvent vous orienter pour faire la prescription. Et puis, l'intérêt quand même, c'est de positionner une consultation dédiée parce qu'on n'a pas le temps. À mon avis, c'est impossible. Même si on peut faire du sevrage tabac dans des consultations courtes, c'est impossible de faire une consultation tabac suite à une consultation pour autre chose. Les gens, ils sont venus pour autre chose. On a, disons, 15 minutes par patient. Si on a passé les 15 minutes sur le reste, on ne va pas passer 5-10 minutes. En plus, c'est compliqué à organiser dans notre emploi du temps.
Donc, du coup, ça prend très honnêtement 2-3 minutes. Ils sont d'accord, très bien, on embraye. Ils ne sont pas d'accord, eh bien, tant pis, on en parle une prochaine fois. Vous en avez beaucoup qui embrayent. On ajoute la substitution nicotinique sur l'ordonnance ou on fait une ordonnance. Et on se fixe par contre un rendez-vous d'1 quart d'heure pour ça, quand on peut, aussi bien le médecin que le soignant ou que le professionnel, que le patient ou le soignant. Et on va voir ce que ça a donné et on va en discuter. Et du coup, le patient, très souvent, moi j'ai eu souvent des patients qui ont arrêté de fumer rien qu'avec ça. On les revoit et ça y est, ils ne fument plus, quoi. Et ils trouvent ça extraordinaire. Ce n'est pas le cas de tous. Mais tout ce qu'on peut gratter, c'est intéressant. Donc voilà, donc ce n'est pas compliqué. Ensuite, ce sont les méthodes de prescription que l'on a dit dans le diaporama que vous aurez à disposition. Hein. Et l'autre question, c'était en médecine du travail, donc ça t'était destiné, Audrey. Oui. C'est finalement en médecine du travail, comment les infirmières du travail peuvent prescrire, peuvent prendre en charge les patients au sein de l'entreprise. Très bien. Bon, on peut faire une réponse à deux, Philippe, parce que c'est quand même toi le spécialiste. Mais j'ai lu la question, alors je ne sais pas si je vais y répondre, mais on sera deux et Philippe complétera. Bah, déjà, les infirmières, les infirmiers, quel que soit votre salarié, libéraux ou autres, vous pouvez maintenant faire des prescriptions de traitements à substitution à la nicotine. Donc voilà, et vous devez indiquer sur votre ordonnance. Votre ordonnance, elle peut se faire sur un papier libre, hein, une feuille blanche, et on pourra vous remettre justement le mémo sur la prescription des traitements de substitution. Et ce que vous avez à indiquer comme numéro professionnel, c'est votre numéro ADLI. Alors, pour les infirmiers qui sont ASALés ou salariés ou de l'éducation nationale, ce numéro ADLI est un numéro spécial. Et si jamais vous ne l'avez pas, donc vous pouvez vous adresser à nous et on a un contact privilégié auprès de l'assurance maladie qui pourra générer ce numéro ADLI spécifique pour les infirmiers salariés ASALés ou de l'éducation nationale ou des services de santé au travail pour vous indiquer le numéro à mettre sur votre ordonnance. Voilà. Alors, pour le lien avec le médecin généraliste, je vais te laisser répondre, Philippe, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de l'aval du médecin pour la prescription de nicotinique par Non, l'infirmière. c'est au sein de l'entreprise, si effectivement il y a un médecin du travail qui est le responsable, il faut par sécurisation, obtenir l'accord du médecin du travail que si des patients voient l'infirmière, l'infirmière va s'en occuper. Et je pense que la loi le permet. Ensuite, il y a les relations interprofessionnelles. Je pense qu'un médecin normalement constitué, il sera très content que ses collègues prennent en charge l'arrêt du tabac. Ensuite, il y en a certains qui peuvent avoir des égos surdimensionnés, qui considèrent que c'est à eux de décider, etc. Voilà, bon, donc il faut tenir compte de ces spécificités très locales. Mais je pense que la plupart du temps, ça doit bien se passer, enfin. Par exemple, nous, on a eu une interaction beaucoup avec je le dis à chaque fois parce que c'est intéressant, le bassin aéronautique de Mérignac, là, avec 7 entreprises où il y a quasiment dans chaque entreprise des infirmières tabacologues. Et c'est sûr que pour un salarié, pouvoir être accompagné dans son arrêt du tabac au sein de son entreprise pendant son temps de travail, c'est génial. Ah oui, là, la question très intéressante, la question aussi de comment argumenter chez la femme enceinte qui préfère arrêter sans les patchs. Alors, c'est vrai que il y a des recommandations sur tabac et grossesse qui sont sorties en septembre 2020, donc toutes récentes, élaborées par la Société française de tobacco et le Collège national des généralistes obstétriciens. Voilà. Donc, ça n'a pas été élaboré par des acteurs de premier recours. Déjà, donc mauvais pour nous. Et moi, en lisant ça, je ne suis pas d'accord avec certaines des propositions. Par exemple, ils disent que toute femme enceinte qui fume doit être adressée à un tabacologue. Pas du tout d'accord. C'est une aberration d'écrire ça aujourd'hui. On perd des chances. Donc, c'est pas possible de dire ça. Même si elle va Vous imaginez l'emploi du temps d'une femme enceinte aujourd'hui. Elle continue à travailler, elle a ses gosses précédents à s'occuper, le mari aussi, c'est peut-être un enfant pour certaines femmes. Elles ont des tas de choses
à faire, et en plus, aller voir en plus du suivi qu'elles ont pendant la grossesse, qui est quand même assez lourd, aller voir en plus un tabacologue. Enfin, c'est une méconnaissance complète de la réalité. Donc, autant les femmes les plus précaires, très isolées socialement, etc., ok, mais pour la plupart des femmes enceintes, ça ne sera pas le cas. Donc, de fait, ces femmes, elles ont souvent peur de prendre des médicaments. Donc, il faut les rassurer, les prévenir qu'il va y avoir ces cryptogrammes sur les paquets de substituts, et éventuellement leur montrer le site officiel du CRAT expliquant qu'il n'y a aucun danger avec les substituts nicotiniques. Moi, je leur expliquais qu'en effet, la femme enceinte, elle élimine plus vite la nicotine. Donc, elles sont encore plus tentées de fumer qu'avant la grossesse. C'est pour ça que c'est difficile d'arrêter de fumer pendant la grossesse. Donc, leur dire, voilà, c'est super d'essayer, mais c'est encore plus dur qu'avant la grossesse. Donc, l'idéal, c'est d'arrêter avant la grossesse, on n'aurait pas ce problème. Et puis, les rassurer totalement sur l'utilisation des substituts. Parfois, on peut être amené à mettre plusieurs patchs chez une femme enceinte. Donc, il va falloir en effet se battre sur leur représentation. Et puis, essentiellement les rassurer. Et puis, si elles vous sentent à l'aise avec ça, si elles vous sentent que vous avez l'habitude, et on peut donner cette impression même au début, hein, voilà, si vous êtes rassuré sur votre prescription, et la patiente, elle est rassurée. Hein. Alors, un élément très, très important, quand on parlait de communauté territoriale, de professionnels, ce qui est très important, c'est que tous les professionnels du territoire tiennent les mêmes discours. Vous imaginez, vous prescrivez 2 patchs à une femme enceinte. Derrière, elle va voir le pharmacien qui dit « Oh, ma malheureuse, c'est contre-indiqué pendant la grossesse, il ne faut pas de patch, etc. » Ça ne va pas le faire. Le médecin prescrit de la varénicline et puis un autre professionnel le traite de fou parce que c'est un médicament dangereux, enfin, etc. Alors qu'en fait, il faut que les discours soient cohérents entre les professionnels d'un territoire, sachant que nos patients, ils passent par plusieurs professionnels. D'où l'intérêt de mobiliser tous les professionnels de santé d'un territoire et d'une communauté. Ça, c'est majeur. Et du coup, pour la femme enceinte, enfin, ce qui est surtout important, c'est qu'elle vous fasse confiance, qu'on soit dans l'alliance thérapeutique et qu'elle vous sente confiant avec l'histoire des patchs. Hein? C'est un peu comme les vaccins. Les patients, ce ne sont pas les patients, enfin, il y a des patients qui sont contre tous les vaccins. Bon, mais c'est une toute petite minorité. Et ceux-là, ça sera très difficile de les convaincre. La plupart, ils sont hésitants. Mais leur hésitation, elle est essentiellement liée à l'hésitation de leur médecin. Si le médecin est convaincu de l'intérêt des vaccins, le patient se vaccine. Si leur médecin n'est pas convaincu de l'intérêt du vaccin, ben, voilà, ils ne vont souvent pas se vacciner. Donc, on est très responsable en tant que soignant des représentations de nos patients. Et s'ils nous sentent confiants avec ce qu'on leur conseille, ben, généralement, ils y vont parce que c'est une équipe, quoi. Ils ont le sentiment d'être écoutés, entendus dans leurs difficultés, etc. etc. Ensuite, je vois qu'il y a mon médecin du travail n'est pas sur site et a peur des effets contre-indicatifs. Mais il faut qu'il se forme. Voilà, il faut demander au médecin du travail de venir à une visio-tabac, comme vous l'avez fait, Marjorie, pour qu'il voit le message. Hein, il faut l'encourager, lui dire c'était super, j'ai appris plein de trucs, et puis qu'il s'inscrive à la prochaine. Oui. Hein, voilà. Je pense que très honnêtement, en effet, ils sont sur des représentations qui sont erronées. On ne risque rien avec les patchs nicotiniques et même avec la varénicline. Hein, on le sait aujourd'hui, il y a très très peu de problèmes. Il y a des effets indésirables, mais qu'il est possible de contrôler. Voilà. Et donc, je vois également Marilyn qui pose une question, sachant a mis en place. Non, ce n'est pas une question, c'est plus un rappel pour dire que côté cabinet dentaire, nous avons, suite à des campagnes de prévention avec la CPAM, il existe le MT-DAN, qui est un examen obligatoire pour les femmes enceintes, que nous recevons à 3 mois, et c'est considéré comme il y a dans cette partie, en tout cas, la possibilité d'avoir un temps d'échange avec la femme enceinte, et c'est l'occasion, et je vous le dis clairement, c'est l'occasion d'aborder le tabac. Ouais, mais ça, c'est génial, parce que toi… C'est une obligation, elles ont l'obligation de le faire, cet examen. C'est peut-être encore à rappeler, mais il y a également… Excusez-moi, je ne pense pas qu'il y ait d'obligation à le faire. Les femmes enceintes sont invitées à le faire, mais elles ne sont pas obligées. Quand même. Oui, mais c'est… La plupart le font. On les voit beaucoup arriver avec, parce que c'est des examens gratuits. Donc, quand c'est gratuit…
Et Oui, mais ça malheureusement, elles sont pas. On a fait une étude à la maternité et elles étaient que 24% à le faire. Vous êtes mais sûr c'est des déjà chiffres? bien. Ce sont des chiffres qu'on a recueillis nous-mêmes dans le cadre d'une thèse d'exercice d'étudiants. Donc malheureusement, c'est pas. Même si c'est gratuit, il y a pas, enfin, tous les bénéficiaires qui utilisent ce dispositif. Ouais, Et c'est pareil pour les adolescents. ouais, ouais. On a mis en place, parce que je travaille pour le FSBD aussi, et on a mis en place des examens à peu près tous les 3 ans. Il y a 3, 6, 9, ça commence à 3 ans et ça va il y a même examen. Mais c'est vrai que par rapport à la femme enceinte, nous, c'est Ah oui, l'occasion oui, d'en tout parler à du fait. tabac. On en parle énormément, on leur fait faire les questionnaires de Fergstrom, etc. Tout à fait. Non, non, mais ça, c'est intéressant. Je n'avais pas notion de ça. Oui, Hein, moi non plus. Moi non mais plus. c'est vrai que là, on travaille actuellement justement avec Élise sur leur projet Toba Free. Et je pense que, alors, en effet, on n'est pas sur les femmes enceintes, mais il y a le projet 5 Aquitaine sur les femmes enceintes. Donc, je pense qu'il faudra, avec François là, Élise, tout ça, qu'on regarde, en effet, parce qu'on peut participer à la promotion de cet examen. Et je pense qu'en effet, les médecins traitants ne sont pas au courant. C'est un des problèmes que l'on a en France, souvent, c'est qu'on est très cloisonné. Donc, le fait de créer une communauté autour d'un projet, ça peut permettre de partager un certain nombre d'infos. Et j'imagine que si le médecin était au courant, il pourrait dire à ces femmes enceintes, en effet, vous avez profité de cet examen, etc. Enfin, on peut se renforcer les uns les autres et c'est une opportunité peut-être. Ensuite, est-ce que pour un chirurgien dentiste, c'est quelque chose qui est rentable? C'est une question de rentable, c'est une question qu'on a souvent des nouveaux patients par le biais des des examens gratuits. Type-là, ouais. La CPAM, en voyant qui adresse justement, on a arrêté de faire toutes ces campagnes de prévention dans les écoles, qui est un peu fort dommage. Je ne dis pas le contraire, parce que moi, j'y vais encore en bénévole. Mais ce qu'il y a, c'est que ça permet de faire ces examens de prévention et d'éducation à la santé et d'orientation parfois, et c'est ce que je disais à Audrey, parce qu'on a échangé longuement sur ce sujet, où il y a justement à ce moment d'échange une difficulté. Et c'est vrai que moi, je vois dans le dernier, je suis conférencière aussi, dans une dernière conférence pour assistante dentaire, on a une sage-femme qui est venue pour parler de certaines pathologies, etc., des accouchements prématurés, du déclenchement avec les bactéries parodontales, etc. Mais c'était super intéressant. Je pense qu'on aurait tort de justement ne pas mettre en connexion. Nous, dans les cabinets dentaires, le tabac, on est les premiers à constater ce que c'est, parce qu'on fume, comme vous le dites très bien, on fume toujours par la bouche. Oui, Il y a voilà. d'autres addictions, hein, je suis d'accord. Mais le tabac, le narguilé, moi, je peux vous l'assurer qu'il y a une recrudescence énorme de narguilé, de codépendance avec effectivement le cannabis, etc. Mais tout ce qui est en termes de fumée, on a une vraie stratégie à mettre en place. Alors après, on peut adresser, tout dépend dans les communes, tout dépend comment on travaille. Est-ce qu'on travaille en zone rurale? Est-ce qu'on travaille en zone urbaine où c'est plus facile d'adresser avec un confrère? C'est très difficile pour nous aussi. Oui, et je trouve que c'est un élément qu'on avait échangé avec Élise, mais finalement, les gens, ils voient presque plus le chirurgien. Enfin, il y a une tranche d'âge où les gens, ils voient plus le chirurgien dentiste que le médecin. Et le chirurgien dentiste, ayant des plannings saturés, délègue à Ouais. l'assistante le discours de prévention. Alors, on récupère, nous, dans nos cours de formation, moi, je suis formatrice, donc je peux vous dire, on récupère les addictions, la nutrition, justement les substituts nicotiniques, tout ça, on prépare les ordonnances. On en est arrivé à un point où, vous le savez très bien, il y a des tels plannings chargés qu'en fait, on délègue sur les petites personnes, mais on n'a pas vraiment de formation. C'est pour ça que c'est intéressant. Alors, moi, je me suis fait les addicto-tutos et je me suis déclarée LAST dans la commune. Je travaille en zone. Moi, c'est une volonté. Hein. Moi, je travaille en banlieue, au milieu des cités. Et je vous assure, on soigne tout le monde et ça a une utilité extraordinaire. Parce que par contre, d'avoir mis le patch sur la porte, un autocollant, et beaucoup de choses qui se sont faites et passées, et le bruit, je trouve que c'est super. C'est une dynamique qu'il faut absolument mettre en place. En tout cas, même sur des petits, comme des assistantes dentaires. Et je pense qu'en plus, en France, on est en train, enfin partout, hein, l'important c'est de lutter contre les inégalités sociales de santé.
et que le dentiste, lui, il est le premier à les voir finalement. Parce que on les voit en urgence. Voilà, voilà. Et puis les dents, c'est le premier stigmate. Hein. C'est pas pour rien qu'au Hollande, il les appelait les sans dents. Hein. Et vous comprenez pourquoi moi, moi, je fais partie aussi de AIDE, donc l'associatif, le côté bénévole, engagé, ça fait des années que c'est comme ça. Donc moi, cette volonté de travailler dans ces tours, dans ces cités, avec un cabinet dentaire en plein milieu, on a une certaine dynamique de proximité, mais aussi, il ne faut pas oublier qu'on est le rare soignant que certaines personnes vont voir. Il y a encore une difficulté à franchir le pas de porte pour aller voir un généraliste ou des fois, il n'y en a pas, tout simplement. Hein, cherchez pas. Il y a des zones où j'ai travaillé, il n'y en avait pas. Donc, le dentiste, ça reste encore un des rares personnels soignants qu'on arrive à voir. Parce qu'on a mal. Quand on a mal, on y va. Oui, tout à fait. Là, on n'a pas le choix. Et il y a le pharmacien aussi. Les pharmaciens, ils sont un peu partout. Et toute l'équipe, et souvent le pharmacien, il est dans l'arrière-boutique devant son ordinateur à faire les commandes. C'est les préparateurs. Mais ce sont les préparateurs aussi. On a souvent au téléphone. On a souvent au téléphone parce qu'on se connaît d'ailleurs assez facilement entre les préparateurs et les assistants dentaires, dû au fait qu'on prépare facilement des ordonnances, etc. et que nos patients sont sensiblement les mêmes. Donc, c'est vrai qu'on a ces problématiques. Je suis assez d'accord. Oui. Donc, c'est pour ça, c'est un élément que l'on met, qu'on a voulu pousser, mais moi, je trouve que c'est un des éléments majeurs, c'est cet esprit de communauté professionnelle sur les territoires et qu'en effet, souvent, on va le mettre en affichage, mais il n'y a rien derrière. Or, une communauté, elle peut se créer autour d'un projet et que ce projet peut faire communauté sur les territoires. Par exemple, actuellement, on construit les communautés professionnelles territoriales de santé qui sont bien sur le papier, mais quand on regarde ce qu'il y a dedans, souvent c'est creux. Ça n'existe pas en fait. On essaye, mais il n'y a pas de vie tant qu'il n'y a pas un projet qui coordonne vraiment les gens. Et donc notre idée, c'est de pas créer une couche supplémentaire, un projet supplémentaire, c'est instiller ce projet pour que les communautés fonctionnent. Et voilà, c'est… Et je rebondis, Philippe, il y avait une remarque dans la conversation justement sur le fait qu'on s'adresse principalement aux libéraux et de présenter notre projet aux différentes URPS, médecins, infirmiers, kinés. Donc, pour répondre à cette remarque, effectivement, c'est quelque chose qu'on a entrepris. Hein. On a rencontré la grande majorité des URPS et on aura justement besoin des représentants des différentes filières pour mobiliser tout ce monde, donc URPS, médecins. Voilà, on travaille avec, et kiné également. Donc, bien entendu, hein, on lance les choses, mais on a aussi besoin d'appui de différentes institutions, filières ou personnes ressources pour faire prendre les choses, en fait. Voilà. Oui. Si le projet, il a été… On a eu plusieurs articles dans la revue des URPS, enfin médecins libéraux au moins. Et puis, on a contacté en effet… Alors, il y a des URPS qui sont difficiles à joindre. On travaille particulièrement avec l'URPS chirurgien-dentiste, masseur-kiné, médecins libéraux. Et on a eu plus de mal avec les sages-femmes pour l'instant. Et puis, on essaye. En tout cas, ça fait partie de nos objectifs. Et on travaille… En plus, voilà, on est copains avec la plupart d'entre eux, donc ça ne peut pas se faire sans. Un nouveau message, je vois. Ah ben voilà, donc ça tombe bien. Donc nous, on interagit avec… Alors d'abord, je suis un copain de lycée de Philippe Aramon-Tucot. Donc, on se connaît bien. Et puis, c'est Jean-Luc Delavant qui travaille avec nous, en fait. Et on a rencontré aussi M. Bataille. Et puis, sur votre projet MedPrev, etc. Donc, on est en lien avec eux. Oui, tout à fait. On peut… Alors là, avec plaisir. Hein. Parce que notre objectif, c'est vraiment de travailler avec… Alors, c'est vrai que Jean-Luc, parfois, il n'est pas toujours disponible. Donc, c'est bien que vous soyez plusieurs avec qui on pourrait interagir parce que c'est tout à fait… Hein. Ça, avec plaisir. Volontiers. Avec plaisir. Pour l'instant, on est sur l'étude pilote. Alors on essaye de voir comment on peut articuler ce projet avec votre projet MedPrev de la façon la plus intelligente possible.
parce qu'on n'est pas du tout, enfin, Medprev repère et nous, on prend soin. Et donc, voilà. Et donc, il faut bien voir comment on peut s'articuler pour le faire bien. Donc là, et c'est bien parce qu'on y est dès le départ. Puisque nous, on est sur l'étude pilote sur le bassin d'Arcachon, donc rien n'est calé pour la suite. On teste. Et donc, on voit déjà des limites, on voit par contre des points forts. Alors, une chose, on arrive au bout, mais juste une bonne nouvelle que l'on ne peut pas trop dévoiler, mais c'est qu'on a les premiers résultats d'impact sur notamment la population des femmes enceintes. Et les résultats sont plus qu'inattendus, très, très positifs. C'est-à-dire que ça nous confirme que quand on mobilise le premier recours, on fait bouger les indicateurs de santé publique de façon spectaculaire. Donc, et sans les acteurs de premier recours, on ne peut pas les bouger. Voilà, on aura beau multiplier les tabacologues par 2, ça ne bougera pas les indicateurs parce qu'il y a une puissance, une masse de mobilisation qui est sans comparaison. Les deux sont hyper utiles et complémentaires, mais voilà. Donc, du coup, c'est vraiment un projet qui peut bouger des choses, accompagner quand même une diminution du tabagisme aussi. Hein. On profite d'une vague. Celle-là, elle est bonne. Mais voilà. Et je vois qu'il y a Raphaël Huck qui nous dit oui, qu'elle est. Mais merci beaucoup. Elle est expérimentatrice sur l'étude pilote. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Oui. Voilà, donc on est à 14h, donc je suppose que tout le monde reprend le travail. Les activités. Donc, merci à tous d'être venus. Et puis, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site lastena.fr. Tout à fait. Je laisse Audrey conclure. Et ben voilà, vous aurez les diapositives s'il le faut. On a enregistré, donc vous pourrez aussi visionner tout ça sur notre site internet. Et encore mieux, si vous vous inscrivez, on vous y incite encore très fortement. Et puis, si vous avez, voilà, vous aurez nos coordonnées, vous les avez peut-être déjà. Donc, à très vite. Et puis, on reste en contact et à l'année prochaine, très, très certainement. Et merci de votre participation encore une fois. Au revoir. Pour la Corrèze. Au revoir. Oui, pour la Corrèze, on y travaille dans la Coréade, la Corrèze, mais on pourra en discuter. On a un projet sur la Corrèze. Je vois le chat et les messages qui s'affichent de Cathy. On a un projet, je ne sais plus comment il s'appelle, mais sur la Corrèze, un projet très spécifique avec nos collègues du Limousin. C'est la Creuse plutôt. Tu confonds peut-être avec la Corrèze. Oh là là, je confonds la Creuse et la Corrèze. Excusez-moi, j'ai pas. Oui, mais la Corrèze, ça va arriver aussi. J'étais il n'y a pas longtemps à Brive et ça va arriver dans la foulée. Quoi. Ça va arriver. Oui. Ah là, je travaille avec Addictim qui est chez nous. Hein. Addictim, maintenant, c'est la Coréade. Donc, la Corrèze va arriver. Très bien. C'est la de Hollande, de Chirac. C'est pas la Creuse. Oui, là, je confonds les choses. Il faut que j'aille manger. Voilà. C'est vrai qu'il y a un projet sur la Creuse, mais qui voilà. D'accord, très bien. Ah ouais, très bien. Haute-Corrèze. Ah, sympa, ouais. Et ben, je vous invite à vous inscrire sur le site LAS. Vous pourrez déjà voir si autour de là où vous travaillez, peut-être qu'il y a des professionnels, je crois qu'il y en a en Corrèze, quelques-uns qui sont là. Et ça peut permettre en fait de rentrer en contact plus facilement ensemble. Donc voilà. C'est Ussel, c'est dans ce coin-là, non? C'est la Haute-Corrèze de mémoire. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Très bien. Ah ouais, j'aime bien. J'ai mes grands-parents corréziens. Pompadour, Obja, Troche. Donc, je connais bien la Corrèze. Je vais donner des infos à Audrey. Très bien. Merci tout le monde. Et on reste en contact. Et merci Philippe pour toutes ces animations. Merci Audrey. Voilà. Et à très vite tout le monde. Au revoir. Au revoir.